6 heures du matin, heure de Washington. Le 30 mars 2026, Donald Trump ouvre Truth Social et lâche 3 mots sur Emmanuel Macron. Very unhelpful. Très peu utile. 3 mots. C'est tout. Mais dans le langage diplomatique américain, ces 3 mots-là ne sont pas une critique, c'est une gifle. Publique, calculée, assumée. Le président de la première puissance militaire mondiale qui humilie le président français sur un réseau social en pyjama à l'aube devant la planète entière. En quelques secondes, les marchés tremblent. Les diplomates s'affolent. Et à l'Élysée, on réalise quelque chose d'horrible. La relation transatlantique, ce pilier absolu de la politique étrangère française depuis 80 ans, vient d'être fracturée publiquement, brutalement, sans même un coup de téléphone préalable. Maintenant, déplace ton regard. À 1700 km au sud, Alger, le palais présidentiel. Silence total. Pas de déclaration, pas de communiqué, pas un mot. Juste le silence, mais pas n'importe lequel. Le silence stratégique. Celui de l'homme qui observe 6 heures du matin, heure de Washington. Le 30 mars 2026, Donald Trump ouvre Truth Social et lâche 3 mots sur Emmanuel Macron. Very unhelpful. Très peu utile. 3 mots. C'est tout. Mais dans le langage diplomatique américain, ces 3 mots-là ne sont pas une critique, c'est une gifle. Publique, calculée, assumée. Le président de la première puissance militaire mondiale qui humilie le président français sur un réseau social en pyjama à l'aube devant la planète entière. En quelques secondes, les marchés tremblent. Les diplomates s'affolent. Et à l'Élysée, on réalise quelque chose d'horrible. La relation transatlantique, ce pilier absolu de la politique étrangère française depuis 80 ans, vient d'être fracturée publiquement, brutalement, sans même un coup de téléphone préalable. Maintenant, déplace ton regard. À 1700 km au sud, Alger, le palais présidentiel. Silence total. Pas de déclaration, pas de communiqué, pas un mot. Juste le silence, mais pas n'importe lequel. Le silence stratégique. Celui de l'homme qui observe 2 géants s'épuiser à se détruire mutuellement et qui sait exactement ce que ça lui rapporte. Parce que pendant que l'Occident se fissure de l'intérieur, l'Algérie avance, sans bruit, sans agitation, sans provocation, mais avec une certitude absolue. Ce non-alignement qu'elle défend depuis Boumedienne, que tout le monde a longtemps regardé comme un archaïsme, est en train de devenir le modèle géopolitique le plus intelligent du 21e siècle. Aujourd'hui, je vais te décortiquer cette bataille de titans. Je vais te montrer avec les vrais chiffres, les vraies dates et les vrais enjeux pourquoi l'Algérie est le grand gagnant invisible de ce qui se joue en ce moment entre Washington et Paris. Mais avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Émirats, Australie. Ton pays, ta ville. Parce que cette guerre des mots entre Trump et Macron, elle ne se passe pas dans un vacuum. Elle te touche directement, où que tu sois. Et je veux savoir d'où tu suis tout ça. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche, parce que ce que tu vas comprendre dans les 20 prochaines minutes, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Aucune chaîne française ne te le dira. Aucun média classique n'ira jusque-là. Cette analyse, elle existe ici, point. Maintenant, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé le 30 mars 2026, il faut reculer. Prendre du recul. Remonter quelques semaines en arrière. Parce que ce message de Trump ne tombe pas du ciel. Il n'est pas sorti de nulle part un matin par caprice. Il est l'aboutissement logique de mois de tensions accumulées, de désaccords répétés, de fractures qui se creusaient en silence, lentement, méthodiquement, inévitablement, entre Washington et Paris. Tout part de là. Le 28 février 2026, la guerre Iran-Israël-États-Unis. Tu t'en souviens? Les Américains et les Israéliens frappent l'Iran. Khamenei est tué. Le détroit d'Ormuz se ferme, les prix de l'énergie s'envolent. Et la France dans tout ça? Sa position est floue, hésitante, illisible. Macron décide de se positionner en médiateur. Il appelle Téhéran, il parle à Tel Aviv. Il tente de convaincre Washington de modérer ses frappes. Résultat, échec sur toute la ligne.
Trump refuse la médiation française, Téhéran ignore Macron, Israël continue ses opérations comme si Paris n'existait pas. Et voilà le tableau qui s'imprime dans les esprits du monde entier. Un président français qui parle dans le vide. Un président qui se croit indispensable mais que personne n'écoute. Un président sans prise réelle sur les événements qui façonnent le monde. Cette image-là a blessé quelqu'un en particulier. Trump. Parce que Trump, dans sa nature profonde, déteste exactement deux types de personnes. Ceux qui s'opposent à lui ouvertement et ceux qui font semblant d'avoir du pouvoir alors qu'ils n'en ont plus. 6 heures du matin, heure de Washington. Le 30 mars 2026, Donald Trump ouvre Truth Social et lâche 3 mots sur Emmanuel Macron. Very unhelpful. Très peu utile. 3 mots. C'est tout. Mais dans le langage diplomatique américain, ces 3 mots-là ne sont pas une critique, c'est une gifle. Publique, calculée, assumée. Le président de la première puissance militaire mondiale qui humilie le président français sur un réseau social en pyjama à l'aube devant la planète entière. En quelques secondes, les marchés tremblent. Les diplomates s'affolent. Et à l'Élysée, on réalise quelque chose d'horrible. La relation 6 heures du matin, heure de Washington. Le 30 mars 2026, Donald Trump ouvre Truth Social et lâche 3 mots sur Emmanuel Macron. Very unhelpful. Très peu utile. 3 mots. C'est tout. Mais dans le langage diplomatique américain, ces 3 mots-là ne sont pas une critique, c'est une gifle. Publique, calculée, assumée. Le président de la première puissance militaire mondiale qui humilie le président français sur un réseau social en pyjama à l'aube devant la planète entière. En quelques secondes, les marchés tremblent. Les diplomates s'affolent. Et à l'Élysée, on réalise quelque chose d'horrible. La relation transatlantique, ce pilier absolu de la politique étrangère française depuis 80 ans, vient d'être fracturée publiquement, brutalement, sans même un coup de téléphone préalable. Maintenant, déplace ton regard. À 1700 km au sud, Alger, le palais présidentiel. Silence total. Pas de déclaration, pas de communiqué, pas un mot. Juste le silence, mais pas n'importe lequel. Le silence stratégique. Celui de l'homme qui observe 2 géants s'épuiser à se détruire mutuellement et qui sait exactement ce que ça lui rapporte. Parce que pendant que l'Occident se fissure de l'intérieur, l'Algérie avance, sans bruit, sans agitation, sans provocation, mais avec une certitude absolue. Ce non-alignement qu'elle défend depuis Boumedienne, que tout le monde a longtemps regardé comme un archaïsme, est en train de devenir le modèle géopolitique le plus intelligent du 21e siècle. Aujourd'hui, je vais te décortiquer cette bataille de titans. Je vais te montrer avec les vrais chiffres, les vraies dates et les vrais enjeux pourquoi l'Algérie est le grand gagnant invisible de ce qui se joue en ce moment entre Washington et Paris. Mais avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Émirats, Australie, ton pays, ta ville. Parce que cette guerre des mots entre Trump et Macron, elle ne se passe pas dans un vacuum. Elle te touche directement, où que tu sois. Et je veux savoir d'où tu suis tout ça. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche, parce que ce que tu vas comprendre dans les 20 prochaines minutes, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Aucune chaîne française ne te le dira. Aucun média classique n'ira jusque-là. Cette analyse, elle existe ici, point. Maintenant, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé le 30 mars 2026, il faut reculer. Prendre du recul. Remonter quelques semaines en arrière. Parce que ce message de Trump ne tombe pas du ciel. Il n'est pas sorti de nulle part un matin par caprice. Il est l'aboutissement logique de mois de tensions accumulées, de désaccords répétés, de fractures qui se creusaient en silence, lentement, méthodiquement, inévitablement, entre Washington et Paris. Tout part de là. Le 28 février 2026. La guerre Iran-Israël-États-Unis. Tu t'en souviens? Les Américains et les Israéliens frappent l'Iran. Khamenei est tué. Le détroit d'Ormuz se ferme. Les prix de l'énergie s'envolent. Et la France dans tout ça? Sa position est floue, hésitante, illisible. Macron décide de se positionner en médiateur. Il appelle Téhéran, il parle à Tel Aviv. Il tente de convaincre Washington de modérer ses frappes. Résultat, échec sur toute la ligne.
Trump refuse la médiation française, Téhéran ignore Macron, Israël continue ses opérations comme si Paris n'existait pas. Et voilà le tableau qui s'imprime dans les esprits du monde entier. Un président français qui parle dans le vide. Un président qui se croit indispensable mais que personne n'écoute. Un président sans prise réelle sur les événements qui façonnent le monde. Cette image-là a blessé quelqu'un en particulier. Trump. Parce que Trump, dans sa nature profonde, déteste exactement deux types de personnes. Ceux qui s'opposent à lui ouvertement et ceux qui font semblant d'avoir du pouvoir alors qu'ils n'en ont plus. Macron, lui, il coche les deux cases, simultanément. Mars arrive. Et avec lui, les désaccords s'accumulent, un par un, méthodiquement, comme des coups de marteau sur une vitre déjà fissurée. Les droits de douane d'abord. Trump veut imposer 25% sur les voitures européennes. Macron crie au scandale. Personne ne l'entend. L'OTAN ensuite. Trump exige que les Européens augmentent massivement leur budget militaire. Macron promet, Macron ne livre pas. La crédibilité s'effrite. La Russie. Trump négocie directement avec Poutine pour clore la guerre en Ukraine. Macron, tenu à l'écart, pas invité à la table, inexistant dans l'équation. Et puis l'Iran, le désaccord de trop. Pendant un mois entier après les frappes américaines, la France maintient une position molle, ambiguë, ni pour ni contre. Un équilibrisme politique que Trump perçoit comme une trahison déguisée. Parce que pour Trump, la logique est d'une simplicité brutale. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de position complexe. Il y a les alliés et il y a les autres. Alors le 30 mars, Trump se lève de mauvaise humeur. Les négociations ukrainiennes piétinent, la crise iranienne s'enlise, les Européens multiplient les déclarations sans jamais s'engager vraiment, et Trump décide de frapper fort, d'humilier publiquement le président français pour faire un exemple, pour envoyer un signal à toute l'Europe d'un seul coup. Le message est limpide. Si vous ne servez pas mes intérêts, vous êtes des alliés inutiles et je vous traiterai comme tel, publiquement, sans gêne, sans ménagement. Le message est court, brutal, sans appel. Trump qualifie Macron de « very unhelpful ». Il précise que la France a été particulièrement difficile sur le dossier iranien. Il fait comprendre sans ambiguïté que les États-Unis n'ont plus besoin de Paris pour gérer le Moyen-Orient. Et il conclut par une formule qui restera dans les livres d'histoire « We'll handle it ourselves ». Nous gérerons ça nous-mêmes. Quatre mots qui effacent 80 ans de diplomatie française. Parce qu'il faut comprendre une chose fondamentale. Depuis 1945, la France entière s'est construite sur une idée. Être le pont entre l'Amérique et le monde. Le médiateur incontournable. Le partenaire indispensable. L'acteur stratégique sans lequel rien ne se règle vraiment. C'était l'héritage de De Gaulle. C'était le socle identitaire de toute la politique étrangère française. Et en pyjama à 6 heures du matin sur un réseau social. Trump vient de dire à Macron, devant la planète entière, « Tu n'es plus indispensable, tu n'es plus un médiateur, tu n'es plus un partenaire, tu es un allié qu'on peut ignorer sans conséquence. » C'est une mort symbolique, la mort de la diplomatie française telle qu'elle existait depuis De Gaulle. Et la réaction de Paris pathétique. Un communiqué timide de l'Élysée, des ministres qui minimisent, des éditorialistes parisiens qui expliquent doctement que ce n'est pas grave, que Trump est imprévisible, que les vraies relations franco-américaines restent solides en profondeur. Mais tout le monde savait. Tout le monde savait que c'était un mensonge. Tout le monde savait que ce message marquait une rupture historique. Et tout le monde savait que dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, la France ne compte plus comme avant. Maintenant, je veux que tu regardes exactement la même scène, mais depuis Alger. Parce que c'est là que ça devient fascinant. Pendant que Trump humilie Macron, pendant que Paris s'affole, pendant que les diplomates européens courent dans tous les sens, qu'est-ce que fait Tebboune? Rien. Absolument rien. Pas de tweet, pas de commentaires, pas de réaction. Le palais présidentiel algérien observe et continue son travail. Le 30 mars, pendant que Paris est en état de choc, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf reçoit une délégation chinoise à Alger. Le 31 mars, Tebboune signe un nouveau contrat gazier avec une entreprise italienne. Le 1er avril, des discussions s'ouvrent avec la Turquie sur de nouveaux partenariats militaires. Les contrats se signent, le pays avance.
Et personne à Alger ne perd une seule seconde à commenter le drame français. C'est ça, le non-alignement intelligent. Et je veux que tu comprennes ce que ce concept signifie vraiment, parce que la plupart des gens le confondent avec autre chose. Ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas la neutralité passive. Ce n'est pas regarder le monde depuis un coin en se croisant les bras. C'est la capacité à continuer à construire pendant que les autres se déchirent. C'est la capacité à lire les conflits des autres comme des opportunités pour toi. C'est la capacité à ne jamais te laisser aspirer dans des querelles qui ne sont pas les tiennes. Boumedienne l'avait théorisé en 1965. Bouteflika l'avait pratiqué dans les années 2000. Et Tebboune l'applique aujourd'hui en 2026 avec une rigueur de moine. Si cette analyse te parle, mets un like maintenant. Ça prend 1 seconde, mais ça permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Et reste avec moi, parce qu'on n'a pas encore abordé la partie la plus importante. Je vais te montrer concrètement ce que ça signifie pour l'Algérie d'être en dehors de cette bataille Trump-Macron. Pour que tu visualises exactement ce qui se passe, je vais te donner une image. Une seule. Et elle va tout changer dans ta façon de lire cette situation. Imagine une arène romaine. 2 gladiateurs s'affrontent depuis des heures. Ils sont épuisés, blessés, couverts de sang. Dans les gradins, les spectateurs hurlent. Certains parient sur l'un, d'autres sur l'autre. Tout le monde a les yeux rivés sur le combat. Et dans un coin de l'arène, il y a un homme, silencieux, immobile. Il ne parie sur personne. Il regarde, il observe, il attend. Et quand les 2 gladiateurs s'effondrent, enfin vidés, détruits, inutilisables, cet homme se lève. Il marche tranquillement jusqu'au centre de l'arène, et il ramasse les armes que les 2 combattants ont abandonnées en tombant. Cet homme, c'est l'Algérie. Et les armes qu'elle ramasse, ce sont les contrats énergétiques que la France laisse échapper. C'est la confiance des pays africains que les États-Unis ont définitivement perdue. C'est la médiation diplomatique que personne ne demande plus à Paris. C'est le respect que Washington n'inspire plus aux pays du Sud global. Ce sont des armes diplomatiques. Et l'Algérie les ramasse une par une, méthodiquement, sans bruit, pendant que Trump et Macron continuent de s'épuiser à se déchirer mutuellement. Fini la théorie. Place aux faits. Je vais te donner des dates, des noms, des chiffres. Parce que cette analyse n'est pas abstraite. Elle est observable, mesurable, vérifiable. Elle se passe sous tes yeux en ce moment même. Et si tu sais où regarder, tu la vois. Premier exemple, mars 2026. Pendant que la France et les États-Unis s'épuisent à se déchirer sur le dossier iranien, Tebboune reçoit à Alger la première ministre italienne Giorgia Meloni. Meloni signe un partenariat gazier renforcé. Eni et Sonatrach consolident leur alliance stratégique. Et l'Italie devient officiellement le client gazier numéro 1 de l'Algérie en Europe. Un contrat qui, historiquement, aurait dû revenir à la France, qui aurait dû se négocier à Paris, qui aurait dû porter un drapeau tricolore. Mais la France n'est plus invitée à la table. Pendant qu'elle se bat avec Trump, l'Italie ramasse le contrat. Deuxième exemple. Le 28 mars 2026. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albarez, atterrit à Alger. Il signe un accord énergétique direct avec son homologue algérien. L'Espagne consolide ses liens avec Alger. Madrid s'impose comme partenaire stratégique de premier rang, sans intermédiaire, sans permission, sans passer par Paris. Et la France, qui partage pourtant 800 ans d'histoire commune avec la péninsule ibérique, regarde cet accord se signer sans elle, les bras ballants, en spectatrice. Pendant qu'elle se bat avec Trump, l'Espagne ramasse le contrat. Tu commences à voir le motif? Troisième exemple. Avril 2026, et celui-là il est d'une portée symbolique absolument écrasante. Le pape Léon XIV choisit l'Algérie pour son tout premier voyage apostolique en Afrique. Il rend hommage au mémorial du martyr, il marche en silence aux côtés d'un imam dans la grande mosquée d'Alger. Il célèbre une messe à Annaba, sur les terres mêmes de Saint-Augustin, l'un des plus grands pères de l'Église chrétienne. Une visite historique, une bénédiction symbolique d'une puissance rare. Et la France, qui se considère depuis François Ier comme la fille aînée de l'Église, qui a construit pendant des siècles son identité sur ce lien privilégié avec le Vatican, regarde par la fenêtre. Pendant qu'elle se bat avec Trump,
Le Vatican ramasse le contrat moral. Maintenant, tu vois le motif. Il est partout. Il est systématique. Il est implacable. Pendant que la France s'épuise dans ses batailles d'ego avec Washington, le monde s'organise sans elle. Et ce monde-là, il ne demande plus la permission à Paris. Il ne passe plus par le filtre français. Il ne supporte plus la condescendance de l'ancien colonisateur. Il va directement à Alger. Et c'est exactement ce que des générations de diplomates algériens ont rêvé de voir arriver depuis Boumedienne. Ce moment précis où l'Algérie parle au monde, en direct, sans intermédiaire parisien, sans tutelle, sans avoir à quémander une reconnaissance qu'on lui refusait. Le moment où Alger n'est plus un satellite, plus une dépendance, plus une périphérie, une capitale à part entière. Ce moment est arrivé. Maintenant, je veux te poser une question. Une vraie question. Et je veux ta réponse. Pas un emoji, pas un mot. Une vraie réponse argumentée en commentaire. Selon toi, qui sort grand gagnant de cette guerre froide entre Trump et Macron? Est-ce la France, qui perd méthodiquement son rôle de médiateur historique? Est-ce les États-Unis, qui s'isolent un peu plus chaque jour du reste du monde? Est-ce la Chine, qui observe en souriant l'Occident s'autodétruire en direct? Est-ce la Russie, qui voit l'OTAN se fissurer de l'intérieur sans tirer un seul coup de feu? Ou est-ce l'Algérie, qui ramasse silencieusement tous les morceaux pendant que les autres s'effondrent? Dis-le-moi, et surtout, explique pourquoi. Parce que la réponse que tu donnes à cette question révèle quelque chose d'essentiel. Ta capacité à lire le monde tel qu'il est vraiment, pas tel que les médias dominants veulent te le faire croire. Et c'est exactement l'objectif de ce travail, te donner les outils pour comprendre, pas juste réagir. Comprendre avec finesse, avec recul, avec hauteur. Continuons, parce qu'il reste un aspect de cette histoire que je n'ai pas encore abordé et il est à mon sens encore plus important que tous les contrats gaziers réunis. C'est l'aspect symbolique, l'aspect identitaire, l'aspect mémoriel. 130 ans. 130 ans de colonisation. 130 ans pendant lesquels la France a expliqué aux Algériens, méthodiquement, inlassablement, que sans elle, ils n'étaient rien. Que Paris était le centre du monde, qu'Alger n'était qu'une périphérie. Qu'ils devaient se considérer heureux d'être rattachés à cette civilisation supérieure qui leur apportait la lumière. Et même après 1962, après l'indépendance arrachée au prix du sang, ce récit n'a pas disparu. Il s'est juste raffiné, sophistiqué, rendu plus présentable. La France comme ami indispensable. La France comme porte d'entrée vers l'Europe. La France comme modèle culturel incontournable. La France, toujours la France, au centre de tout, partout, tout le temps. Et puis soudainement, le monde entier découvre quelque chose. La France n'est plus indispensable. Trump le dit publiquement, sans gêne, devant la planète entière. L'Italie et l'Espagne le prouvent en venant directement à Alger sans demander l'avis de Paris. Le Vatican le confirme en envoyant son pape sans passer par la capitale française. La Chine le démontre avec ses partenariats massifs. La Russie le valide avec ses livraisons de Su-57. Le monde se réorganise. Et dans cette réorganisation, la France n'a plus le rôle central qu'elle s'était attribué. Pour les Algériens, et particulièrement pour la diaspora, ce moment est une libération psychologique majeure. Parce que ça signifie quelque chose de concret, de profond, d'irréversible. Tu n'as plus besoin de chercher la validation de Paris pour exister. Tu n'as plus besoin que la France te reconnaisse pour avoir de la valeur. Tu n'as plus besoin que les médias français parlent bien de toi pour être respecté dans le monde. L'Algérie traite directement avec Rome, avec Madrid, avec Berlin, avec Pékin, avec Moscou, avec Washington même, sans intermédiaire, sans permission. En tant que partenaire à part entière, cette libération-là, elle est immense. Elle est le prolongement naturel de ce que la guerre d'indépendance avait commencé en 1954, de ce que la diplomatie de Boumedienne avait poursuivi dans les années 70. Un projet inachevé depuis des décennies. Mais c'est seulement aujourd'hui, en 2026, qu'il est en train de se finaliser. Grâce paradoxalement à un message de Donald Trump qui dit que la France est « very unhelpful ». Si cette analyse t'a apporté quelque chose, partage-la. Avec ta famille,
avec un ami de la diaspora, avec quelqu'un qui pense encore que l'Algérie a besoin de la France pour exister sur la scène internationale. Donne-lui les faits, donne-lui l'analyse, et laisse-le se forger sa propre opinion. Ces arguments n'ont de valeur que si tu les transmets. Alors transmets, maintenant. Passons maintenant à la question fondamentale, celle que tout le monde se pose mais que personne n'analyse vraiment en profondeur. Pourquoi Trump déteste-t-il autant Macron et pourquoi cette détestation est-elle concrètement une bonne nouvelle pour l'Algérie? 3 raisons, précises, implacables. Première raison, Macron incarne tout ce que Trump méprise viscéralement. Macron est jeune, Trump est vieux. Macron est intellectuel, Trump est instinctif. Macron parle plusieurs langues, Trump parle uniquement anglais. Macron défend les institutions multilatérales, l'ONU, l'Union européenne. Trump les méprise toutes sans exception. Macron prône le dialogue avec l'Iran. Trump prône les frappes sur l'Iran. Tout, absolument tout dans la personnalité de Macron irrite Trump au plus profond. Et cette irritation personnelle, ne te fait aucune illusion, se transforme directement en politique étrangère. Deuxième raison, la France a osé rêver d'autonomie. Pendant des années, Macron a parlé de souveraineté européenne, d'une Europe puissance, d'un continent qui ne dépendrait plus des États-Unis pour sa sécurité, son économie, ses décisions stratégiques. Et pour Trump, c'est une trahison pure et simple. Trump veut une Europe dépendante, économiquement, militairement, politiquement. Toute tentative française de construire une autonomie est perçue à Washington comme une rébellion, et une rébellion se punit. Troisième raison, et c'est la plus importante. Trump sait que la France est faible. Économiquement faible, dette publique à 113% du PIB, politiquement faible, un président discrédité jusque dans son propre pays, diplomatiquement faible, son ambassadeur expulsé d'Algérie pendant plus d'1 an, militairement faible, une armée qui compte moins de soldats que celle de l'Algérie. Et Trump est un prédateur, il flaire les faiblesses, il les exploite, il les humilie, c'est sa nature profonde. Et Macron, dans cette équation, est une proie facile. Pour l'Algérie, ces 3 raisons sont une bénédiction. Parce qu'elles signifient une chose capitale, la guerre Trump-Macron